Au petit déjeuner, mon père a annoncé, nous avons réservé un voyage en Italie. Juste nous 6. Tu saisis? J'ai dit, bien sûr. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu une alerte de ma banque. 9200 $ débités depuis Rome, Venise, Florence, hôtel, visite, repas. J'ai calmement contesté, bloqué la carte, et gardé le silence. À l'aéroport, ma mère a envoyé un message, pourquoi notre carte d'embarquement a-t-elle disparu? J'ai simplement répondu, je ne suis pas du voyage. Ils ont passé les 2 premières nuits dans le terminal 3. Au petit déjeuner, mon père a levé les yeux de ses œufs et a dit cela comme s'il annonçait un bulletin météo. Nous avons réservé un voyage en Italie, juste nous 6. Tu saisis? Aucune émotion, aucune préparation, juste ça. Ma mère a hoché la tête. Ma sœur a souri. Mon beau-frère a ri. J'ai regardé mon assiette, puis chacun d'entre eux. J'ai dit, bien sûr. J'ai souri en le disant. Pas sarcastiquement, pas amèrement, juste assez pour leur permettre de passer facilement à autre chose parce que je l'avais vu venir. Ils chuchotaient à propos de quelque chose depuis des semaines. Une grande surprise pour l'été. Je ne pensais juste pas qu'ils le rendraient si évident. Ils ne m'ont même pas regardé quand ils l'ont dit. Mon père avait cette façon de prétendre que nous étions tous des adultes prenant des décisions d'adultes. Comme si je n'avais pas couvert la compte pour leur maison après son 2e licenciement. Comme si je n'avais pas restauré le crédit de ma sœur quand elle a fait défaut sur 2 cartes. Comme si je n'avais pas été celui qui avait renfloué le prêt de l'entreprise familiale l'automne dernier. Je suis resté assis là, à manger du pain grillé sec pendant qu'ils discutaient des vols de correspondance et des limites de bagages. Florence sera peut-être chaude, mais au moins ce n'est pas humide, a dit ma mère. J'ai tellement hâte de goûter la nourriture, a ajouté ma sœur. Son mari cherchait déjà des circuits énologiques sur son téléphone. Ils ne m'ont pas vu devenir silencieux. Ils ne le font jamais. Ils sont habitués à me voir hocher la tête, soutenir, exister tranquillement en périphérie. Fiable, non intrusif, nécessaire, mais jamais central. Alors, je les ai laissés parler. J'ai mâché, avalé, siroté mon café, et hoché la tête quand c'était requis. Cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai reçu une alerte de ma banque. 9200 $ débités à Rome, Venise, Florence hôtel, visite, repas sur ma carte. J'ai fixé les débits. Pas parce qu'ils me surprenaient, mais parce qu'ils ne me surprenaient pas. Ils avaient déjà fait ça avant, m'ajouter discrètement à des factures, utiliser mes informations par accident, dire au serveur de tout mettre sur la carte de la famille, c'est-à-dire la mienne. Je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé. J'ai calmement ouvert mon application, bloqué la carte, et contesté chaque débit. La banque a signalé les transactions comme frauduleuses. C'était fait en 5 minutes. Puis j'ai éteint mon téléphone, préparé un thé, et regardé un vieux film jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, à l'aéroport, ma mère a envoyé un message, pourquoi notre carte d'embarquement a-t-elle disparu? J'ai simplement répondu, je ne suis pas du voyage. C'était tout. Ils ont passé les 2 premières nuits dans le terminal 3. Pas d'hôtel, pas de visite, pas de vin, juste à attendre, à se demander, à blâmer la compagnie aérienne, et, j'imagine, finalement à me blâmer. Ça n'a pas commencé avec l'Italie. Ça ne commence jamais comme ça. Ces moments, ces insultes déguisées en logistique, ces trahisons masquées en oubli, ils s'accumulent lentement, stratégiquement, comme des sédiments. L'Italie n'était que la dernière couche sédimentaire d'une falaise dont j'avais passé des années à prétendre qu'elle ne s'érodait pas. Cette nuit-là, après avoir bloqué la carte et vu leur nom disparaître de mon application bancaire, je n'ai pas pu dormir. Pas par culpabilité. Je ne ressentais rien qui s'approche de la culpabilité. Je me sentais pur, silencieux, comme une pièce vide après que les invités sont enfin partis, et que vous pouvez à nouveau vous entendre respirer. Mais ensuite les souvenirs ont commencé à affluer. Je me suis souvenu du réveillon de Noël. Ils avaient donné ma place au voisin, celui qui tenait le magasin de revêtement de sol. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas d'être dans la cuisine, avait dit ma mère. J'avais conduit 6 heures pour ce dîner. Ils n'avaient même pas mis une assiette pour moi. Je suis parti, j'ai annulé l'aide hypothécaire que j'avais mise en place pour eux, et j'ai fermé le compte de streaming qu'ils partageaient tous. Puis il y a eu l'anniversaire. 7500 $. J'ai payé pour un dîner qu'ils ont transformé en spectacle comique à mes dépens.
À ceux qui comptent vraiment, apportez un toast mon frère. Ils ont ri. J'ai souri, je suis sorti, j'ai annulé le paiement, et j'ai laissé le gérant leur apporter l'addition. Ils ont été coincés au restaurant jusqu'à ce que Mike finisse par céder. Chaque incident, pris isolément, pouvait passer pour une erreur, un malentendu, un moment d'égarement. Mais pris ensemble, je paye, il rit. Je me présente, il m'évite. J'aide, il m'efface. Ce n'est pas un malentendu. C'est une stratégie. C'est une architecture. Je voyais tout clairement maintenant. Je n'étais pas le soleil. J'étais l'abonnement, l'infrastructure, le tampon financier tacite derrière chaque décision spontanée, chaque dîner coûteux, chaque escapade festive. Mon rôle était fixe, bienfaiteur invisible. Non pas aimé, toléré. Non pas vu, utilisé. Le mariage de ma sœur. Ils ont débité 9800 dollars sur ma carte sans demander. Ces demoiselles d'honneur ont ri quand j'ai posé la question. Tu n'as ni conjoint ni enfant. Autant te rendre utile, a-t-elle dit. Utile? C'est ce que j'étais pour eux. Une ressource, un service. Ils voyaient mes réussites non pas comme des jalons personnels mais comme des biens communs à exploiter. Mon célibat n'était pas un choix, c'était une opportunité. Mon silence n'était pas la paix, c'était une permission. Même quand j'essayais de donner par amour, ils le transformaient en levier. Comme la fois où j'ai payé pour la rénovation du jardin. Ma mère a appelé après coup pour dire que la célébration serait juste pour la famille proche. J'ai tout annulé le lendemain. Quand elle s'est présentée à ma porte en hurlant, je l'ai laissé hurler, puis j'ai calmement refermé la porte. J'avais déjà pris ma décision. J'en avais fini d'être pratique. J'avais l'habitude de croire profondément, bêtement, qu'ils ne savaient tout simplement pas mieux. Que si je me montrais assez, si j'aidais assez, si je payais assez, ils finiraient par me voir. Pas l'ancien combattant blessé, pas le demi-homme avec la prothèse, juste leur fils, juste leur frère. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils n'ont pas oublié de m'inviter. Ils m'ont exclu exprès parce que j'étais plus facile à laisser de côté qu'à valoriser. Parce que je ne faisais jamais de bruit. Je n'enfreignais jamais les règles. Je ne me défendais jamais. Jusqu'à maintenant. L'Italie était différente parce que cette fois, je n'ai pas seulement vu le moment. J'ai vu le schéma. Et une fois que vous voyez le schéma, vous arrêtez de questionner la douleur. Vous arrêtez de vous demander pourquoi ils continuent de le faire et vous commencez à vous demander ce qu'ils en retirent. Et ce qu'ils ont obtenu pendant des années, c'était tout. L'accès, la protection, le confort. Ils pouvaient risquer plus, dépenser plus, viser plus loin, parce que j'existais. Parce que j'étais le filet de sécurité. Et ils supposaient que je ne débrancherais jamais la prise. Ils se sont trompés. Parce que cette fois, quand je me suis assis dans le noir après avoir bloqué cette carte, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti des calculs, des chiffres, des adresses IP, des contrats. Cette fois, ce n'était pas moi qui demandais, pourquoi moi? C'était moi qui disais, plus jamais. Je ne leur ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé pour expliquer. Je n'ai pas demandé s'ils comprenaient. C'est la beauté de couper les lignes d'approvisionnement. Vous n'avez pas besoin de permission. Ils se sont réveillés à Rome sans confirmation d'hôtel, sans réservation de visite, et sans la moindre idée de la raison pour laquelle leur itinéraire prépayé s'était évaporé. Je le sais parce que j'ai vu les confirmations de remboursement arriver comme la pluie à travers un toit fissuré. Ça a commencé avec l'hôtel de charme à Trastevere, puis le dîner sur le toit à Florence, puis le service de bateau-taxi à Venise. Chaque annulation, un message, accès révoqué. J'étais de retour dans mon appartement quand le vrai travail a commencé. Cette fois, ce n'était pas juste un blocage ou un remboursement. Cette fois, j'ai démantelé toute l'architecture. Ils ne savaient pas ce que j'avais construit, plus important encore, à quoi ils étaient liés. Étape 1, les communications. Je me suis connecté au forfait téléphonique familial. Mon forfait. 5 lignes, la mienne, les leurs, celle de ma sœur. Je ne l'ai pas annulé. Au lieu de cela, je leur ai transféré la pleine propriété, chacune avec une expiration de 72 heures. S'ils n'acceptaient pas, les lignes seraient coupées. Fini les données illimitées des anciens forfaits, fini le cloud partagé, fini les messages archivés. Juste du bruit blanc. Étape 2, l'infrastructure d'identité.
Le gestionnaire de mots de passe familial, disparu. J'ai changé la clé maîtresse et les ai bloqués. Chaque identifiant sauvegardé, des mails aériens au portail de service public, était désormais inaccessible. Cela signifiait plus de messages du type « Peux-tu simplement le réinitialiser pour nous ?» Cela signifiait le silence numérique. Étape 3, les nœuds d'accès. Leur maison, celle que j'avais câblée après ma première augmentation, fonctionnait sur des systèmes que je possédais. Serrures intelligentes, thermostats, Wi-Fi maillé, flux de caméras tous liés à mes comptes cloud. Ce dimanche-là, alors qu'ils étaient coincés dans un terminal à essayer de réserver une auberge de jeunesse, j'ai suspendu l'ensemble du groupe de licence. Leurs serrures de porte sont revenues en mode manuel. Le système de chauffage s'est réinitialisé. Les caméras se sont éteintes. Je ne l'ai pas éteint par dépit. Je l'ai éteint parce que ce n'était plus à moi de le donner. Étape 4, la véritable infrastructure. L'argent. L'aide hypothécaire, désactivée. J'ai contacté le prêteur et me suis officiellement retiré en tant que co-emprunteur. Cela a déclenché une réévaluation automatique des revenus. Ils ne seraient plus éligibles au taux que j'avais négocié. Leur mensualité allait grimper en flèche dans les 60 jours. Les services publics, j'avais discrètement couvert les factures d'électricité et d'eau par prélèvement automatique pendant près de 2 ans. Fini. Le compte Amazon qu'ils utilisaient pour commander des cadeaux les uns pour les autres tout en oubliant le mien, déconnecté sur tous les appareils. Le streaming, fini. Le box de stockage où ils gardaient les décorations saisonnières et les prétendus outils de famille de mon père, bail résilié. Objet prévu pour être donné s'il n'était pas récupéré avant la fin de la semaine. Étape 5, l'angle mort. L'entreprise. Leur activité secondaire, gérée en famille, était construite sur une infrastructure numérique que j'avais créée. Domaine de messagerie, hébergement web, synchronisation de fichiers cloud tout sous ma société, étendu à eux à titre gracieux. Cette fois, j'ai révoqué leur licence et fermé leur accès à l'espace de travail. J'ai ajouté un message final au tableau de bord, ce système fonctionnait sous une licence de courtoisie maintenue par Mason. À compter d'aujourd'hui, il a été mis hors service. Veuillez contacter un fournisseur de services informatiques agréé pour un support futur. Pas de menaces, pas de drame. Juste des affaires. Le mercredi, la discussion de groupe implosait. Ma sœur, pourquoi je ne peux pas me connecter à l'application de l'hôtel? Ma mère, le Wi-Fi ne se reconnecte pas. Tu as changé quelque chose? Mon père, règle ça. Je n'ai pas répondu. Pas même un point. Au lieu de cela, j'ai appelé un collègue spécialisé dans les transitions d'entreprise d'urgence. Je lui ai dit de s'attendre à un client entrant. Je lui ai donné leur grille tarifaire complète. Pas de faveur. Étape 6, la documentation. J'ai exporté tous les relevés de transactions liés aux dépenses familiales des 3 dernières années. Chaque découvert que j'ai couvert, chaque repas que j'ai payé, chaque Venmo avec un emoji cœur et aucun remboursement étiqueté, classé, envoyé à mon avocat. Il a demandé si je me préparais pour un procès. J'ai dit, non, je me prépare pour la paix. Étape 7, les retombées. Le vendredi soir, alors qu'ils étaient censés être à Florence en train d'essayer de sauver une visite pour manger une glace, j'ai reçu mon premier message vocal. La voix de ma mère, empreinte de confusion et de culpabilité. Ça ne te ressemble pas, Mason. Tu nous fais peur. Elle essayait de paraître concernée, mais on pouvait entendre la vraie peur en dessous. Pas de moi, mais du silence. Je ne leur manquais pas. Ce que je fournissais leur manquait. Le samedi, mon père a craqué. Il m'a envoyé un pavé de texte sur le fait que je détruisais la famille. Je l'ai lu 2 fois. C'était surtout de la projection. Nous avons tout fait pour toi. Tu étais reconnaissant avant. Tu te comportes comme un étranger. Aucune mention de l'Italie. Aucune mention des débits sur ma carte. Aucune excuse. Parce que pour eux, ce n'était pas une trahison. C'était une rébellion. J'étais sorti de mon rôle assigné, le bienfaiteur, le fils tranquille, le réparateur. Maintenant, j'étais une variable, un joker, un système qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et cela les terrifiait plus que n'importe quel voyage perdu ou abonnement gelé parce que maintenant, ils devaient faire face à la vérité. La maison dans laquelle ils vivaient émotionnellement, financièrement, technologiquement était une maison que j'avais construite brique par brique, identifiant par identifiant,
dollar par dollar. Et ils y étaient des intrus depuis des années. Alors, j'ai verrouillé les portes numériquement, émotionnellement, légalement et je suis parti. Ils ne m'ont pas envoyé de messages au début. Ils se sont envoyés des messages les uns aux autres. La discussion de groupe, morte depuis des jours, a explosé comme un barrage qui se fissure. Ma sœur a envoyé le premier, qui a changé le mot de passe de la caméra. Puis, c'est une sorte de blague. 10 minutes plus tard, ma mère, nous ne pouvons pas accéder au portail bancaire. Mason, tu as fait quelque chose? Puis mon père est intervenu, c'est puéril. Grandis un peu. Je n'ai pas répondu. Alors ils ont intensifié. C'est ce qui arrive quand on brise leur schéma. Ils pensent que le silence est un défi, un test, quelque chose à réparer. Ils ne comprennent pas que le silence, le vrai silence, n'est pas le début d'une négociation. C'est la fin de la tolérance. Ils ne voulaient pas parler. Ils voulaient reprendre le contrôle. Ça a commencé par un appel manqué d'un numéro inconnu. Puis un autre. Puis un message vocal. La voix de ma mère, haletante, comme si elle avait pleuré pour la forme. Mason, nous voulons juste comprendre. Ça ne te ressemble pas. Puis ma sœur a essayé sa version, sarcasme et cruauté enveloppés dans un emoji. Ouah, tu as vraiment besoin d'un passe-temps. Peut-être une thérapie? Ou un ami? Pourtant, je n'ai rien dit parce que je savais ce qui allait suivre, et j'avais raison. 3 nuits plus tard, le ton des messages a changé. Mon père, tu ruines la famille. Ma sœur, on est littéralement coincé dans un pays étranger à cause de toi. Puis le coup de grâce est arrivé. À 3h14 du matin, un message de groupe de ma mère, tapé comme une annonce officielle, Mason a décidé qu'il ne faisait plus partie de cette famille. Ne le contactez pas. Il n'est plus lui-même. Quelque chose ne va pas dangereux. Le mot m'a fait éclater de rire. C'était ça, la manœuvre. Me faire passer pour instable. Dire à la famille élargie que je perdais la tête. Je le savais avant de vérifier, mais quand même, j'ai ouvert Facebook. Bien sûr, elle avait publié un statut vague, certaines personnes se retournent contre vous dès qu'elles ont un peu d'argent. C'est triste de voir comment l'argent change les cœurs. Les commentaires ont afflué et des commentaires de soutien, de sympathie, de fausses préoccupations. Tu as toujours été la plus forte, et tes enfants ont de la chance de t'avoir. Tu mérites la paix. Ma sœur l'a partagé en quelques minutes. Elle a ajouté un commentaire, nous allons bien. La famille reste toujours soudée, même quand certains oublient ce que ce mot signifie. Et voilà. Le récit public. J'étais dehors. Ils étaient dedans. Et ils faisaient du contrôle des dégâts. Mais ils n'avaient pas réalisé quelque chose, la version de moi qu'ils essayaient d'assassiner, cette version n'existait plus. Je ne jouais plus en défense. Alors, je suis passé au silence. Pas un silence passif, mais un silence chirurgical. Je n'ai envoyé aucune réponse. Je n'ai publié aucune clarification. Au lieu de cela, j'ai tout archivé, capture d'écran des messages, audio des messages vocaux, horodatage des appels. Puis, j'ai mis mon avocat dans la boucle, lui disant que nous pourrions nous diriger vers un terrain de diffamation. Il n'a pas bronché. Mais eux, si. Parce que quand le silence ne fonctionne pas et que la honte ne fonctionne pas, les gens désespérés ont toujours recours à la même chose, les menaces. J'ai reçu la première le lendemain soir. Un message vocal de mon père. Voix pâteuse, probablement du vin, peut-être du bourbon. On sait ce que tu fais, Mason. On peut aussi jouer à ce jeu. Tu te crois intouchable? Tu ne le es pas. Puis un message de ma tante qui n'avait pas dit un mot depuis des mois, tout ça devient incontrôlable. Si tu n'arrêtes pas, tu le regretteras. Cette partie m'a presque fait sourire parce que je ne faisais rien. Pas vraiment. Je ne publiais pas de messages, n'appelais pas les cousins, ni ne les traînais dans la boue. Je ne me battais pas. J'étais absent. Et ils ne pouvaient pas le supporter parce que l'absence, pour des gens qui dépendent de vous comme d'une infrastructure, ressemble à un effondrement. Et il s'effondrait durement. À la fin de la semaine, j'ai appris par un cousin commun que ma mère s'était présentée à son rendez-vous chez le coiffeur en larmes, racontant à la coiffeuse que son fils ingrat les avait volés et laissés en plan. Elle avait même prétendu que j'étais mentalement instable depuis l'accident. Celui-là a fait mal, non pas parce que ça blessait, mais parce que c'était prévisible, discrédité, rejeté, distancé.
Ils préféraient me peindre comme instable plutôt que d'affronter le fait que j'avais simplement cessé de donner. Mais le point de bascule est arrivé dimanche. Je me promenais, écouteurs aux oreilles, quand une voiture s'est garée dans mon allée. Le système de sécurité l'a détecté. Le VUS de mes parents. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas sonné. Ils ont glissé une enveloppe par la fente et sont partis. À l'intérieur, une note manuscrite de mon père, tu penses que ça te rend fort, mais à la fin, tu te rendras compte que tu as encore besoin de nous. Et quand ce sera le cas, ne t'attends pas à être le bienvenu. En dessous, une capture d'écran imprimée d'un reçu de virement d'il y a 3 ans, quand je leur avais envoyé 15 000 $ après que la chaudière ait lâché. Une ligne était surlignée, on ne l'a jamais demandé. C'était censé prouver quelque chose que j'avais donné sans qu'on me le demande et que par conséquent, ça ne comptait pas. Que je n'avais aucun droit de m'offenser. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la déviation. Ce n'était pas un désaccord. C'était une érosion silencieuse. Le genre qui creuse la confiance sans que personne ne s'en aperçoive. Le genre où ils essaient d'empoisonner le puits auquel vous vous abreuviez autrefois juste pour empêcher les autres d'y boire après votre départ. Alors j'ai pris une décision. Fini la défense. Fini la réaction. À partir de maintenant, je n'opérerai qu'avec des faits, reçus, captures d'écran, journaux d'activité. Parce qu'ils avaient essayé de m'enterrer dans un récit, et j'allais leur montrer que j'avais gardé les données. Ils voulaient le silence ou, mieux, la honte. Au lieu de cela, je leur ai donné la clarté. Ça a commencé avec un seul dossier Dropbox nommé sobrement « Grand livre familial ». Je ne l'ai pas envoyé à tout le monde, juste aux bonnes personnes, quelques cousins, l'infirmière de mon grand-père, un ancien ami de la famille qui me suivait toujours en ligne et qui avait aimé les publications passives-agressives de ma mère. À l'intérieur, des preuves. Des relevés bancaires avec des débits surlignés à ma carte, leurs vacances. Des captures d'écran de messages, peux-tu juste couvrir ça et on réglera plus tard? Plus tard n'est jamais venu. Des PDF de reçus des réservations en Italie non joints, date, numéro de vol, hôtel, tout facturé à mon nom, tout avant l'annonce surprise du petit déjeuner. Des mémos vocaux. Un où mon père plaisantait sur le fait d'obtenir un autre voyage gratuit de maçonne. Un autre du réveillon de Noël, ma sœur disant à ma mère, il est trop tendre pour dire non. Il paiera. Il le fait toujours. Je n'ai rien légendé. Je n'ai pas éditorialisé. J'ai juste titré chaque fichier par ce qu'il était. Hôtelflorence.pdf. Connard de Noël.mp3. Gelhypothèque.jpeg. Puis j'ai ajouté une dernière note, ce n'est pas une vengeance. C'est un équilibre. Vous avez raconté votre histoire. J'ai simplement partagé la mienne avec des notes de bas de page. L'onde de choc a été instantanée. Le lendemain midi, j'ai reçu un message de ma cousine Jenna, mon Dieu. Je n'en avais aucune idée. Il disait que tu avais pété les plombs. Puis un autre de l'oncle Lee, ta mère supprime des publications. Elle panique. Je n'ai pas répondu. J'ai juste observé. Facebook silencieux. Commentaire Instagram désactivé. Discussion de groupe familial morte. Puis mon avocat a appelé. Apparemment, quelqu'un l'avait contacté anonymement. Disant qu'ils étaient préoccupés par le fait que je sois calomnié dans les espaces communautaires. Il a demandé si je voulais passer à la vitesse supérieure. J'ai dit, non, laissez-les parler. J'ai la transcription maintenant. Parce que le changement de pouvoir avait déjà eu lieu. Il n'en avait juste pas encore ressenti toute la gravité. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon téléphone sur un barrage de nouveaux messages. De ma mère, ce n'est pas juste. Tu laves ton linge sale en public. De mon père, tu ne comprends pas ce que tu as fait. De ma sœur, tu as toujours eu un complexe de victime. Félicitations pour ta tournée de pitié. Mais aucun d'eux n'a dit que j'avais menti. Pas un seul. Parce qu'ils savaient. Et maintenant tout le monde le savait aussi. Et la partie qui les a brisés, ce n'était pas les documents. Ce n'était pas la preuve. C'était le fait que je n'avais même pas haussé la voix. J'ai simplement tendu le miroir. Et ils ont détesté le reflet. Le lendemain matin, j'ai envoyé un dernier message à la discussion de groupe familial. Juste 5 mots, je ne suis plus disponible. Puis j'ai quitté la discussion, bloqué leur numéro, et archivé le dossier. Pas supprimé, juste classé.
Parce qu'on n'efface jamais les preuves. On les laisse reposer au cas où les mensonges essaieraient de ressusciter. Et maintenant, quand les gens chuchotent derrière des portes closes, je ne m'inquiète pas. Qu'ils le fassent. J'ai les reçus. Ils sont arrivés à l'improviste. Au milieu d'un mardi. Sans avertissement, sans message. Juste 3 silhouettes sur mon porche, ma mère, mon père, et ma sœur, debout comme des acteurs dans une tentative d'intervention ratée. Comme si le problème n'était pas ce qu'ils avaient fait, mais comment j'avais réagi. Ils avaient l'air différents maintenant. Pas brisés, même pas humbles, juste acculés. Ma femme a ouvert la porte. Elle ne les a pas invités à entrer. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « C'est à toi de décider. » Je n'ai pas bougé au début. Je suis juste resté assis à la table de la cuisine. La même où j'avais préparé le dossier. La même où j'avais finalement choisi le silence plutôt que le service. Puis je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte et je suis sorti. Je n'ai pas franchi le seuil. Je me suis juste appuyé sur le cadre, les bras croisés, attendant. Ma mère a parlé la première. Bien sûr qu'elle l'a fait. Sa voix s'est brisée sur commande. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Je n'ai pas répondu. Elle a réessayé. Nous avons beaucoup réfléchi à tout ça, et nous voulons arranger les choses. Mon père s'est agité à côté d'elle, silencieux, raide, comme un homme tenu en joue par la honte. Puis ma sœur, tu nous manques. Ces 3 mots auraient dû ressembler à de la chaleur, mais tout ce que j'ai entendu, c'était du calcul. Parce que ce n'était pas du regret. C'était du désespoir. Ils avaient tout essayé, la culpabilité, les menaces, le silence, la calomnie, et rien n'avait fonctionné. Maintenant, ils essayaient l'humilité, mais même ça, c'était un costume. Les coutures étaient visibles. Alors je l'ai dit, simplement et froidement. Je ne vous manque pas. Ce que je vous donnais vous manque. Silence. Puis ma mère a commencé à pleurer. Des larmes discrètes, théâtrales. Sa voix a vacillé. Nous n'avions pas réalisé à quel point les choses étaient allées loin. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai demandé, jusqu'où devait-elle aller pour que vous me voyiez? Mon père a essayé de dévier. Écoute, tu as fait passer ton message. On a compris. Mais cette famille a besoin de guérir. J'ai failli rire. Guérir de quoi? De la responsabilité? Il ne guérissait pas. Il subissait une hémorragie de contrôle. Alors, je suis sorti complètement maintenant. Debout sur le porche, les pieds bien plantés. Et j'ai dit la phrase qui a mis fin à tout. Je ne suis pas parti à cause de l'Italie ou du mariage ou de Noël. Je suis parti parce que vous avez clairement montré, encore et encore, que je ne comptais que lorsque j'étais utile. Et ça ne m'intéresse pas d'être utile à des gens qui ne me voient pas. Ma sœur a ouvert la bouche pour parler. J'ai levé la main. Non. Vous n'avez pas droit à une réfutation. Ce n'est pas un tribunal. C'est un verdict. Ils avaient l'air abasourdis, comme s'ils pensaient vraiment que se présenter renverserait tout. Mais je n'étais pas là pour le théâtre. Alors, j'ai terminé. Vous n'avez pas perdu une carte, ou une entreprise, ou un filet de sécurité. Vous avez perdu un fils, un frère. Et non pas parce que je vous déteste. Mais parce que je m'aime enfin assez pour partir. Ils n'ont pas répondu. Pas tout de suite. Finalement, ma mère a chuchoté, mais qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'avaient toujours pas compris. Ils pensaient que c'était une question de conséquence. Ce n'était pas le cas. C'était une question de clarté. Alors, je lui ai donné une dernière vérité. Vous reconstruisez ou vous ne le faites pas. Mais pas sur mon dos. Puis, je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je les ai juste laissés sur le porche dans le silence qu'ils avaient mérité. Ils sont restés 5 minutes de plus, espérant que je revienne. Je ne l'ai pas fait. Ils sont finalement partis. C'était il y a 3 mois. Ils n'ont pas réessayé depuis. Et ça, plus que tout, me dit que ce n'était pas une réconciliation. C'était une négociation. Ils sont venus pour négocier, et je ne fais plus dans les dettes.